Eh bien, bonjour à tous pour ce premier webinaire d'une longue série sur le projet ABAPIC. Alors, le projet ABAPIC pour accélération du biocontrôle et des agroéquipements pour la protection intégrée des cultures. Bien sûr, ça ne fonctionne pas. Hop. Alors, ce projet a été financé dans le cadre de France Relance. Donc, vous pouvez voir le logo en haut à droite. C'est un projet qui est centré sur des freins méthodologiques pour le positionnement des produits de biocontrôle, mais qui peuvent être travaillés dans un temps court. Donc, en effet, le projet s'est déroulé de 2021-2022. Et il a mobilisé donc les partenaires techniques suivants. Vous pouvez voir tous les logos des partenaires techniques qui sont en dessous. Donc, vous voyez qu'il y a de nombreux partenaires et coordonnés par l'ACTA. C'est un projet méthodologique qui s'est axé en 4 objectifs. Donc, ces 4 objectifs vont être représentés par les différents webinaires de cette série. Et aujourd'hui, nous sommes axés sur l'objectif 4, qui était de développer un savoir-faire de positionnement du biocontrôle sur la base du diagnostic, du monitoring et de la prévision des dynamiques des bioagresseurs et auxiliaires des cultures. Avec pour question aujourd'hui, lors de ce webinaire, que peut-on attendre des outils innovants de suivi des bioagresseurs pour optimiser le diagnostic au champ? Donc, avec les intervenants que vous allez voir du coup tout au long de cette présentation, avec les différents instituts représentés. Ce webinaire se finira à 14 h pile et la partie questions-réponses se fera tout à la fin. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans l'onglet questions-réponses. On y répondra, et soit en cours de route ou soit tout à la fin. Je laisse la parole du coup à Mounia, qui va commencer. Mounia, tu as juste ton micro coupé. Mon micro coupé, c'est bon. Ok, merci, bonjour à tous. Donc, comme vient de l'évoquer Lola, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est fait dans le cadre de l'objectif 4 du projet ABAPIC. Donc, développer des outils de diagnostic, monitoring pour mieux positionner les produits de biocontrôle, mais pas que. Donc, ça consiste à utiliser des outils innovants pour identifier, faire une identification précoce et un suivi des bioagresseurs, le suivi des auxiliaires, mais aussi d'identifier des symptômes au champ. Et ça ne passe pas. On a pourtant fait l'essai, ça fonctionnait. Je te conseille de remettre peut-être ta souris sur la présentation. C'est bon. C'est bon. Donc, l'objectif d'avoir recours à ces outils innovants et c'est d'adapter et rationaliser les traitements de biocontrôle, si possible, mais ça peut être aussi utilisé pour des traitements conventionnels, bien évidemment. Ça permet aussi d'étudier les dynamiques des bioagresseurs, faire de l'épidémiosurveillance, mais aussi d'anticiper les scénarios d'attaque et de développement des bioagresseurs en couplant justement ces informations avec d'autres données type météorologique ou en connaissant le cycle biologique du bioagresseur. Donc, les avantages d'utiliser ces outils innovants sont le point le plus avantageux, c'est certainement le gain de temps qu'ils offrent. Donc, gain de temps sur les déplacements, les manipulations et surtout les lectures des relevés, par exemple. Ça permet d'avoir une information rapide et plus fréquente ou même d'avoir de l'info en temps réel. Ces outils permettent de faire une cartographie des bioagresseurs et bien souvent de faire un dimensionnement plus important des suivis, justement par rapport au gain de temps qui est offert en utilisant ces outils, avec une possibilité de faire un travail en réseau, puisque l'information est facilement partagée. Donc, l'utilisation de ces outils s'adresse à l'expérimentation, mais aussi aux agriculteurs pour faciliter leur raisonnement et peuvent être utilisés comme OAD aussi. Donc, l'approche qu'on a eue dans le cadre de ce projet est de faire une évaluation scientifique, technique, économique de ces outils-là. Donc, en comparant ou en éprouvant les solutions lorsqu'elles sont disponibles sur le marché ou en mettant au point de nouveaux outils quand il n'y a pas d'offre, c'est ce qui sera montré tout à l'heure par Arvalis, par exemple. Donc, le but étant de démontrer le bénéfice de leur utilisation, sachant que un outil peut être performant dans un cas et face à une problématique donnée et pas forcément dans un autre cas. Donc, d'où l'utilité ou l'importance de les tester au préalable. Donc,
non. Donc, ce qui suivra là dans quelques instants, on va vous présenter quelques exemples d'utilisation de capteurs connectés pour le suivi des ravageurs. Donc, une étude comparative faite par l'Astrédor et une étude sur un outil bien précis qui permet de faire des suivis en temps réel. On vous présentera également l'utilisation de capteurs à sport dans 2 objectifs différents, donc pour faire de la détection précoce, c'est ce qui vous sera montré par VGnov, ou pour l'optimisation d'un modèle épidémiologique. Travail fait par le CTIFL. Et puis Benoît finira par la présentation d'un outil développé par Arvalis pour quantifier les symptômes au champ sur céréales. Voilà, bonne écoute. Je passe la main à Émilie. Merci Monia. Bonjour à tous, donc merci Monia. Je vais maintenant vous présenter un exemple d'utilisation des pièges et des capteurs connectés pour le suivi d'insectes ravageurs et dont les essais ont été réalisés dans le cadre du projet ABAPIC. Donc, on avait déjà travaillé à Astrodor sur l'utilisation des pièges connectés et montré leur intérêt pour leur utilisation précise et simplifier le suivi des ravageurs à un coût abordable, que ce soit en station d'expérimentation, mais aussi sur les entreprises de production pour suivre des dynamiques de ravageurs. Ils ont essentiellement été testés sur des lépidoptères, mais il se trouve qu'en horticulture en particulier, on a un panel de cultures et de ravageurs qui sont tellement divers et spécifique, qu'on s'est amené à se poser une nouvelle question qui était de savoir si on pouvait faire de la détection multi-espèces de lépidoptères sur un même piège. Est-ce que c'était possible? Car jusqu'à maintenant, c'était plutôt un piège, un ravageur. Par ailleurs, dans les essais qu'on menait, nous, dans nos cultures, on a plutôt des ravageurs problématiques qui sont plus petits, comme les pucerons, les thrips, les cicadelles, qui sont des insectes qui font de l'ordre du millimètre. Et la question qu'on a voulu essayer laquelle on a réfléchi dans le cadre de ce projet, c'était de savoir si la détection d'insectes plus petites était fiable, notamment pour la détection sur panneaux englués jaunes, comme on le montre là sur la photo. Donc, dans un premier temps, on a essayé de faire un état des lieux du matériel existant et de savoir quels étaient les outils à disposition qui permettaient de caractériser au mieux ces dynamiques de ravageurs. Donc, dans l'ensemble des pièges qui sont disponibles actuellement sur le marché, il y a une grande gamme de pièges à lépidoptères. En fait, aujourd'hui, il existe à peu près en pièges connectés l'équivalent de tous les pièges traditionnels qui existent pour piéger les ravageurs. Donc, ce marché est assez mature et est exploité quand même depuis un certain nombre d'années et fonctionne assez bien, même en entreprise de production. Et ce qu'on voit se développer plutôt ces dernières années, c'est en descente d'échelle de taille par rapport à la détection. On a travaillé sur des plus petits ravageurs. Donc, on a des pièges connectés de type ceux qu'on trouve sur la photo au milieu, qui sont des pièges fixes qui regardent un panneau englué, ou alors des applications mobiles qui vont permettre de venir scanner un panneau englué et détecter les ravageurs. On est plutôt là au stade de développement terrain plutôt que d'application pure. En faisant cet état des lieux, ce qu'on remarque, c'est que la fiabilité des résultats, des prédictions obtenues, des résultats de comptage obtenus par ces outils connectés dépend quand même de la qualité du matériel et notamment de la caméra et de la prise de vue. Et comment va être traitée l'image aussi après à l'intérieur du piège et la donnée envoyée. La performance en fait de la prédiction de l'algorithme qui intègre ces outils va énormément dépendre de la base de données à disposition du fournisseur pour faire apprendre son intelligence artificielle qui va vous permettre d'avoir une détection fiable. Donc, dans le cadre du projet ABAPIC, on a travaillé sur 6 outils qui sont en photo à gauche de cette présentation. Donc, 2 outils de chez Cap 2020 qui sont le CapTrap entonnoir en haut à gauche et le CapTrap Vision en haut à droite. 2 outils de chez PCL Instruments qui sont l'iScout Pheromone au milieu et l'iScout Color Trap qui est une caméra qui regarde la bande engluée qui est montée ici sur un chariot. Et enfin, 2 systèmes de chez PATS Indoor Drone qui sont le PATS C et le Trap Eyes que vous voyez en bas à droite. La plupart de ces outils sont basés sur la détection par image, d'une caméra qui va regarder un panneau englué,
Quand c'est pour des lépidoptères, on va ajouter une phéromone spécifique sur ce panneau englué. Quand c'est pour des très petits ravageurs, ça va être du piégeage de masse classique avec une attraction colorimétrique. Pour le cap-trap entonnoir, on est là sur un modèle plus simple. Ici, c'est juste une détection par capteur, il n'y a pas d'image. Et pour le modèle PATC, qui est en bas à gauche, en fait, là, c'est de la détection infrarouge et on est sur du flux vidéo. On a travaillé sur 3 modèles de lépidoptère, la pyrale du Ponchilla fovealis, la tordeuse Cassessimorpha pronubana et la noctuelle Chrysodeixis caxites, et un ensemble de petits ravageurs, notamment pucerons, trips et cicadelles. Donc, à la question qui était: est-ce qu'il est possible de faire de la détection multi-espèces dans un même piège englué? On a travaillé donc sur 2 sites avec un ensemble de pièges posés à chaque fois. Et on a fait ce travail notamment pour un piégeage conjoint de Duponchillia et de Cassessimorpha. Donc ici, avec le piège Cap-Trap Vision, dont on peut voir une extraction en bas à gauche de ce que ça donne. Donc en fait, vous avez les petites boîtes englobantes qui vous reprennent à chaque fois la détection du ravageur. Et on a pu observer que les papillons étaient de morphologie et de taille suffisamment différentes pour que les espèces soient bien séparées dans les comptages. On a en plus des espèces qui sont éloignées d'un point de vue génétique, donc les phéromones sont assez spécifiques et ça fonctionne bien. On a pu retravailler les algorithmes qu'on avait déjà travaillés sur des projets antérieurs et on a amélioré cette détection et cette fiabilité. Néanmoins, on a quand même observé des limites, à savoir que l'idée d'un piège connecté à distance, c'est qu'on ne se déplace pas trop sur les entreprises pour aller changer les fonds englués ou pour changer. Ça, on est quand même encore obligé de le faire. Et dans le cas de la tordeuse Cassessimorpha, on a eu des très grosses pics de piégeage qui nous ont obligés à remplacer fréquemment les plaques. Donc, comme vous pouvez le voir là sur le graphique de synthèse, où à chaque fois vous changez la plaque, il vous continue à vous cumuler les données. Donc, idéalement, on était parti sur un seul piège connecté qui pourrait piéger plusieurs espèces, mais en fait, on a transféré l'idée du piège connecté multi-usage vers un pool de pièges sentinelles. Et pour des espèces qui sont très importantes en termes de capture, on a plutôt travaillé finalement sur un piège entonnoir qui vient faire du piégeage massif en complément du piège delta, mais qu'on a positionné au même endroit pour avoir un pool centralisé en termes de changement des équipements, de renouvellement des plaques. Deuxième problématique à laquelle on s'est confronté, on a travaillé donc sur la noctuelle Chrysodeixis calcites. Et en fait, dans ce piège-là, on a aussi piégé d'autres types de noctuelles, notamment Agrostis cegetum et Agrostis ypsilon. Et la question est de savoir aussi quel est le niveau de détection, la précision dans la détection qu'on veut. Au début, on trouvait ça problématique. C'est probablement lié à une spécificité de la phéromone qui n'était pas assez spécifique, justement, et qui attire plusieurs types de noctuelles. Néanmoins, finalement, si l'objectif final est de placer, par exemple, un traitement de biocontrôle de type BT, a-t-on vraiment besoin de savoir quelle espèce de noctuelle on piège? Sachant que dans ce piège-là, donc cet exemple est issu de l'iScout Pheromone, en termes de sortie graphique pour l'utilisateur, on va avoir une courbe d'évolution du nombre de lépidoptères piégés. Et donc là, on a une détection pas à l'espèce, mais à la famille. En conclusion, sur la partie plutôt multi-espèces, on peut dire que la détection, l'utilisation de pièges connectés pour les lépidoptères, c'est mature. Plusieurs espèces dans un même piège, c'est fonctionnel. Le matériel est opérationnel. Les algorithmes sont performants sur la majorité des ravageurs les plus importants. On mettra quand même une limite au type de piège à adapter selon la quantité des espèces à piéger. Si vous faites du delta avec un piège delta avec une noctuelle, vous allez avoir vite des saturations de plaques qui vont vous obliger à les changer très souvent, ces plaques. Il faut quand même qu'on améliore les connaissances au niveau des phéromones et des interactions entre les espèces si on veut éviter d'avoir des données précises comme je vous l'ai présenté. Et pour faire un petit aparté sur le système PATC qu'on a testé plus récemment, lui, il ne fait pas de piégeage de masse, il fait juste de la détection. Mais il vous permet d'avoir des captations de vidéo avec des plans de vol et savoir comment le papillon s'oriente dans la serre. Une activité journalière qui vous donne le bruit de fond et de savoir si vous avez une évolution aussi, mais aussi une activité heure par heure qui vous permet peut-être de savoir un peu mieux aussi comment votre papillon il est présent dans votre serre et à quelle
heure il convient, par exemple, d'intervenir. Sur la détection des petits ravageurs, donc comme je vous l'ai dit en introduction, c'est aussi un domaine qui est moins mature en termes de recherche. On a évalué plusieurs systèmes et cherché à acquérir des données aussi pour améliorer les algorithmes de reconnaissance de ces ravageurs. On a observé plusieurs points de vigilance à prendre en compte. En termes de matériel, les API peuvent être très séduisantes par rapport à leur simplicité, au fait de juste prendre une photo sur le panneau englué. Mais il y a quand même une grosse variabilité de la prise de vue en fonction des téléphones, de la lumière, des pièges. Et les fournisseurs sont plutôt en train de réfléchir à développer des panneaux englués spécifiques pour pouvoir faire ces captations photos. Concernant les pièges qu'on a testés, qui sont le Eye Scout qui est ici sur le chariot et le Trap Eyes qui est ici en bas et qui est commercialisé en France par Biobest, on observe des résolutions de caméra qui sont encore… En fait, il faut faire un choix entre la résolution de la caméra et la distance au panneau pour avoir suffisamment de pixels pour bien détecter l'insecte. On est encore un peu au stade de calage. La plupart des pièges, en fait, ont une focale fixe entre la caméra et le panneau. Et voilà, c'est un choix actuel. En termes d'algorithmes, la fiabilité de ces algorithmes dépend quand même beaucoup des espèces à détecter. Il y a des choses qui sont… Les aleurodes, c'est une chose que les fournisseurs maîtrisent. Sur les pucerons, c'est en cours, sur les trips également. La précision en fait de ces détections va dépendre de la base de données d'images qui a été utilisée pour l'entraînement du modèle. Et en fait, actuellement, en termes d'utilisateurs, on a assez peu de visibilité sur le fonctionnement de l'IA embarquée et de la fiabilité de la détection. Pour vous faire un petit… ce travail qui a été réalisé, on l'a fait aussi avec la société Cap 2020, justement, c'est le besoin en labellisation des données pour voir si c'était possible de faire de la détection de pucerons, tripes, cicadelles. Donc, on a acquis des images en hausse et en basse définition pour pouvoir développer et entraîner des algorithmes de prédiction. Donc, sur des vignettes en basse définition, comme on peut le voir à gauche, mais aussi en haute définition. Et on a fait des tests pour des algorithmes et des détections. On arrive aujourd'hui sur du puceron ailé à avoir une fiabilité de modèle de l'ordre de 93%. Pour les guêpes parasitoïdes, c'est beaucoup plus faible, mais c'est aussi plus compliqué parce que guêpes parasitoïdes, aujourd'hui, ça regroupe un grand nombre d'espèces qui n'ont pas forcément ni la même forme ni la même taille. Donc, en fonction de ce que vous avez labellisé aussi en amont, le résultat, il va dépendre de ce que vous avez fait justement à ce moment-là. Mais on voit qu'on peut assez vite acquérir avec un ensemble de données de l'ordre de 300 à 500 images, un modèle assez fiable. En conclusion, pour la partie très petits ravageurs, je dirais donc que les solutions, elles ne sont pas directement opérationnelles. On pense que vers 2024, on pourra avoir les premiers pièges connectés utilisés en production pour ces aspects de très petits ravageurs. Des ajustements sont quand même nécessaires aujourd'hui sur le matériel, les caméras, les distances focales, caler toutes ces choses-là en fonction notamment de ce qu'on veut détecter. Et par rapport aux algorithmes, la précision va dépendre aussi de ce qu'on recherche à capturer. Est-ce qu'on veut avoir une précision de l'ordre de la famille, du genre ou de l'espèce de l'insecte à capturer? Et ça, il faut l'avoir réfléchi aussi en amont. En termes de développement d'algorithmes, il y a quand même des besoins en labellisation qui sont forts, notamment sur des ravageurs qui ne sont pas forcément soit très connus, comme par exemple la pyrale du Ponchelia, ou alors qui sont encore de l'ordre qui sont plus petits, comme les insectes que l'on trouve en serre, comme les tripes ou les pucerons. La précision du coup de ce qu'on va pouvoir, le capteur ou l'outil connecté va pouvoir vous dire ce qu'il y a sur votre panneau, va dépendre de la base de données que lui a utilisé pour faire tourner son modèle. Et donc, plus on augmente les effectifs photographiques et de ce qu'on a labellisé, plus on augmente la précision du modèle. Pour donner un ordre d'idée, il faut pour un papillon de l'ordre de 300 individus pour obtenir un modèle précis de l'ordre de 95%. Donc, il faut collecter l'ensemble de ces informations pour avoir des bases de données et des outils fiables. Et puis à terme, en termes d'indicateurs à suivre, aujourd'hui, on cible surtout les ravageurs, mais on voit qu'on peut aussi le faire avec des auxiliaires. Et après, on peut suivre ces ravageurs dans le temps, mais on peut aussi décider de suivre des ratios ravageurs auxiliaires pour, par exemple, savoir si les bandes fleuries, par exemple, peuvent avoir une efficacité, savoir s'ils sont présents, à quel moment ils sont présents, mais aussi à terme d'intégrer ces solutions sur des
plateforme plus globale en lien avec d'autres observations agronomiques comme la météo, le suivi des pratiques culturelles. Voilà, je vais repasser maintenant la parole à Mounia qui va vous faire donner l'exemple d'une utilisation en plein champ. Merci. Alors, OK, j'enlève le bandeau qui me gêne. Voilà, donc moi je vais vous parler d'un capteur connecté pour le monitoring de pucerons qu'on a utilisé dans le cadre de la gestion du virus Y. J'ai toujours le même problème. Ça met toujours du temps à partir. Ce qui ne va pas arranger nos affaires vu qu'on a déjà pris du retard. Voilà. Donc, on a testé dans le cas de l'utilisation de la gestion du virus Y, donc virus transmis de manière horizontale par plus d'une soixantaine d'espèces de pucerons, selon le mode non circulant, non persistant, donc une seule piqûre suffit à l'acquérir et à l'inoculer, sachant que l'huile minérale est le seul produit préventif qui est utilisé pour la gestion de cette maladie, et que la pression des vecteurs se fait par un suivi en cuvette jaune. Mais vu le mode de transmission immédiat des pucerons, du virus par ces pucerons, les producteurs s'en servent comme indicateur et non comme enclencheur de traitement, et les traitements restent faits quasi systématiquement. Donc, la précocité ou détecter précocement les vols de pucerons, ça a vraiment tout son intérêt. Et on a eu l'opportunité de tester un capteur insecte qui permet de faire des suivis en temps réel. Et donc voilà, on a jugé que c'était intéressant de le tester. Donc, il s'agit du capteur Volito fourni par l'entreprise Fauna Photonics. Donc, c'est un petit capteur qui a une source de lumière qui va envoyer voilà, un rayonnement infrarouge, proche infrarouge. Et l'insecte est reconnu selon sa signature spectrale et puis d'autres paramètres aussi que j'ai mentionnés ici. Je ne reviendrai pas sur les avantages du piège. On les a énoncés en introduction, mais peut-être un inconvénient qu'on a vu déjà d'emblée, c'est le fait qu'il ne détecte que 2 espèces de pucerons, Mysus persicé et puis Apis fabae seulement. Mais étant donné que Mysus est très actif dans la transmission, ça semblait malgré tout très intéressant de le tester. Pour juger la pertinence de l'outil, on s'est fixé 4 indicateurs, à savoir la détection de la bonne famille d'insectes, les effectifs, la diversité d'espèces identifiées, et puis les délais de détection. Le tout comme en se servant des cuvettes jaunes comme référentiel. Donc, le dispositif est le suivant. Le capteur a été positionné en bordure d'une parcelle de pommes de terre dans un champ de blé. Et donc, c'est indiqué ici le petit rectangle blanc. Et puis, on a disposé aussi des cuvettes jaunes, plus ou moins proches du capteur. Donc, les données du capteur peuvent être vues en choisissant la périodicité, l'espèce, ou même en regardant la distribution des vols au cours de la journée. Donc, on récupère sur la plateforme du fournisseur les données sous format CSV. Donc, ça donne après transformation, parce que là, on essaie de comparer les résultats du radar avec ceux de la cuvette la plus proche, par exemple. Donc, on les transforme pour avoir le même pas de temps. Et on voit que le radar donne des effectifs plus importants. Il surestime peut-être les effectifs, mais les dynamiques sont néanmoins similaires. Donc, si on fait les données cumulées, on voit bien que les dynamiques sont similaires entre la cuvette et le radar, et en plus avec un avantage de donner des indications ou de voir les pics avec une précocité de quelques jours. Si on compare à la cuvette qui est dans la pomme de terre, un peu plus loin, on voit bien que les dynamiques sont totalement différentes. Il y a plus de pucerons dans la cuvette que celle que l'information donnée par le radar. Et donc, on se questionne sur sa fiabilité par rapport à la zone, on va dire la zone qu'il va balayer. Si on regarde la diversité, il y a une cohérence avec Mysus entre le radar et la cuvette la plus proche, et ça, on l'a observé sur tous les points de relevé. Donc, d'où le fait qu'il soit en effet fiable à un périmètre réduit, mais on ne retrouve pas cette proportion dans les cuvettes pommes de terre où on voit majoritairement des Mysus.
Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire par rapport aux indicateurs qu'on a choisis, donc on ne sait pas s'il détecte la bonne famille, étant donné que on n'a pas de données optiques ni d'images associées au relevé, donc on ne peut pas le savoir. Par contre, on s'est basé sur les dynamiques générales des enregistrements, radar et les cuvettes, pour voir un peu si c'est concordant, notamment aux dates extrêmes, et ça semble concordant. Par rapport aux effectifs, ils ne sont pas les mêmes, mais en même temps, on ne peut pas s'attarder sur les effectifs. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir les dynamiques, dans la mesure où les radars vont plus concerner des insectes en vol et les cuvettes des insectes qui vont atterrir. Donc, on ne compare pas la même chose. Donc, plus intéressant, c'est de regarder la dynamique. Il y a une cohérence pour la cuvette la plus proche. Voilà, il se trouve. Donc, la fiabilité, elle reste assez limitée. Pour la diversité, elle n'est pas reflétée, elle ne reflète pas la diversité au sol, sachant que pour nous, c'est un risque, c'est une information manquante parce qu'il est important qu'on puisse détecter les bonnes espèces, notamment Mysus. Et on voit bien que par rapport à Mysus, il y a vraiment un décalage. Et voilà, pour nous, Mysus est le plus actif dans la transmission, donc c'est important d'avoir cette information avec acuité. Par contre, il se pourrait qu'il y ait aussi un biais de représentativité des cuvettes, parce qu'on sait que les cuvettes vont attirer certaines espèces de pucerons, donc c'est aussi peut-être ça. Donc on ne peut pas non plus incriminer le radar. Et puis enfin, un point positif, c'est l'anticipation des vols de 2 à 3 jours, ce qui semble très très important pour positionner les traitements. Je vous remercie de votre attention. Et je passe la parole à Claire Vie. Merci Mounia. Normalement, je vais sur le partage. C'est bon, donc du coup, moi, bonjour à tous, je suis Claire Vicrène, chargée de projet en qualité santé des plantes à VG9, et je vais présenter l'utilisation de capteurs de spores, donc là, non plus pour la détection des ravageurs, mais pour la détection des phytopathogènes. Et puis, il y aura ensuite une présentation du CITFL, aussi sur cette thématique-là du captage de spores. Donc, je vais vous faire une courte introduction, puis vous présenter un peu les matériels et méthodes utilisés, des exemples de résultats qu'on peut obtenir et des conclusions sur ces outils. Donc, du coup, à VG9, on a travaillé sur l'utilisation de capteurs de spores dans un intérêt d'aérobiosurveillance pour essayer d'avoir un outil qui permette de compléter les règles de décision dans des outils d'aide à la décision, dans un objectif de réduire les traitements et les risques sanitaires. Donc, on a travaillé sur des cultures maraîchères à la fois sous abri et en plein champ. Donc, sous abri pour la tomate et en plein champ pour l'échalote, l'oignon, l'artichaut. Et on avait pour objectif de comparer différents outils, puisque voilà, l'efficacité de captage des différents capteurs peut être différente, et c'est un point voilà, crucial pour permettre une détection précoce des pathogènes. Donc, on a travaillé avec la station expérimentale du KT, qui réalise des expérimentations sur différentes espèces maraîchères. Donc, on voit sur l'illustration voilà, les parcelles sur lesquelles on a travaillé, oignons, échalotes, artichauts en plein champ. Et puis, au-dessus, on voit les serres de tomates qui étaient également sur le même site. On voit aussi un exemple un peu de dispositif expérimental qui a été mis en place dans les serres de tomates, dans lesquelles on a travaillé, que ce soit en serre et en plein champ, sur 3 capteurs différents, donc le Spornado, le Burkard et le Rotorod, et on les a systématiquement positionnés 2 à 2, côte à côte, pour voilà, vérifier qu'il n'y avait pas de biais lié à un outil qui aurait des petites défaillances par rapport à un autre, et pour avoir vérifier la répétabilité des échantillonnages entre les outils. Et on a travaillé du coup avec des capteurs passifs et des capteurs actifs. Donc pour les capteurs passifs, ce sont des capteurs qui nécessitent voilà, un brassage d'air pour collecter des spores, alors que les capteurs actifs sont en mouvement ou aspirent l'air, et du coup, ils peuvent capter les spores par ces méthodes-là. Du coup, pour le captage de spores avec des capteurs passifs
sous abri, on a été obligé de positionner les capteurs à côté de ventilateurs pour que de l'air puisse passer par les capteurs et permettre de collecter les spores. Donc voilà, l'utilisation de capteurs passifs n'est pas forcément un problème en serre de production si les serres sont équipées de systèmes de ventilation assez efficaces. Donc là, je vais vous présenter rapidement les différents équipements qu'on a testés avec un petit peu leurs avantages en vert et leurs inconvénients en rouge. Donc là, c'est le modèle Burkhard, qui est un capteur actif qui est relativement complexe et coûteux. C'est le capteur le plus coûteux de tous ceux qu'on a testés, à peu près 4 500 € l'unité. Mais il a voilà, des différents avantages, notamment en termes d'autonomie, puisqu'il c'est un capteur qui est équipé d'un panneau solaire, donc qui est autonome pour l'électricité et qui est relativement simple à être utilisé et qui nécessite assez peu d'intervention puisqu'il a un système de carrousel dans lequel on peut positionner différents tubes et du coup les échantillons de chaque journée de prélèvement vont être déposés automatiquement par déplacement de ce carrousel dans des tubes. Donc c'est un outil qui est intéressant de ce point de vue-là en termes d'autonomie et de nombre d'interventions, mais qui a des inconvénients en termes de prix. Donc, le deuxième type de capteur qu'on a testé, c'est le Spornado, qui est un capteur, lui, du coup, passif, qui nécessite voilà, un brassage d'air pour que les spores des champignons viennent s'impacter sur une membrane qui est dans une cassette, comme on voit positionnée en dessous le capteur. Donc, c'est des capteurs voilà, peu coûteux, même si les consommables, qui sont les cassettes avec les membranes, sont relativement coûteux. Et c'est des capteurs relativement simples à positionner, mais avec du coup des besoins d'intervention à chaque journée de prélèvement ou à enfin plus régulièrement sur la période de suivi. Donc, nous, on avait par exemple décidé de faire des prélèvements tous les 2-3 jours. Donc tous les 2-3 jours, il fallait intervenir sur le capteur pour récupérer l'échantillon et positionner une nouvelle cassette. Et le troisième dispositif, qui est un dispositif Rotorod, qui a été utilisé également par d'autres partenaires du projet, comme le CTFL et l'IFV, qui est un système par impaction, donc qui est un peu intermédiaire en termes de prix et intermédiaire sur les différents autres critères en termes d'avantages et d'inconvénients. Donc, je passe assez rapidement et pour présenter les résultats qu'on a obtenus sur ces capteurs. Donc, avec le Burkhard, on a par exemple ici travaillé sur la détection, enfin sur tous les capteurs, on a travaillé sur la détection de différents pathogènes. Là, je vais vous présenter l'exemple de Peronospora destructor, qui est le mildiou des alliums, travaillé ici sur échalotes et sur oignons. Donc, on a pu, grâce à ce capteur Burkhard, obtenir plutôt une bonne précocité de détection, puisqu'on arrivait à détecter les spores avant l'apparition des symptômes, environ 5 jours avant l'apparition des symptômes. Et qu'on a remarqué voilà, que c'était un outil qui était plutôt intéressant pour des programmes de recherche, puisqu'il nécessitait assez peu d'intervention pour récupérer les échantillons, qui permettait un suivi fin avec vraiment des prélèvements au jour le jour, mais qui avait comme inconvénient notamment son coût élevé et parfois la maintenance liée à un outil complexe qui peut être un peu plus problématique. En ce qui concerne le capteur passif, le Spornado, on a eu également une bonne précocité de détection, avec là une précocité de détection encore meilleure que pour le Burkhard, puisqu'on arrivait à détecter des spores de pathogènes environ 10 jours avant l'apparition de symptômes. Et c'est comme ça un outil qui est relativement peu onéreux. C'est un outil intéressant, là plus pour des suivis de terrain plus étendus, comme des suivis chez des producteurs. Donc on a remarqué comme avantage qu'il avait du coup une finesse de suivi de l'échantillonnage qui dépendait de la fréquence d'échantillonnage et qui avait un coût relativement raisonnable. Et en revanche, on était plutôt assez déçus du système Rotorod, puisque sur les pathogènes qu'on a suivis, donc à la fois principalement le mildiou de l'échalote, on n'a pas observé de précocité de détection, vu qu'on détectait les pathogènes au moment où on observait les symptômes, ce qui était un petit peu
voilà, problématique, parce que c'est un des premiers critères à remplir pour un capteur de spore, de permettre une précocité de détection. Donc, nous, on a écarté ce type de capteur pour les études de nos pathogènes d'intérêt. Et on a travaillé sur, du coup, le mildiou de l'échalote, mais également d'autres pathogènes. Et pour les autres pathogènes, on n'avait pas observé de symptômes sur le terrain, donc on ne pouvait pas corréler précocité de détection avec apparition de symptômes. Donc, on a présenté ici sur tout le pathogène sur lequel on avait vraiment obtenu des symptômes. Donc, voilà, globalement, le comparatif des outils. Merci beaucoup pour votre attention. Je passe la main à Johanna pour sa présentation de l'essai réalisé au CTIFL. Merci Clairvy. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc moi je suis Johanna Laloum, ingénieure de recherche en phytopathologie au CTIFL. Et donc dans nos travaux, dans le cadre du projet ABAPIC, on a choisi de travailler sur le capteur Rotorod, non pas pour une recherche précoce des pathogènes, mais plutôt pour un suivi en temps réel, donc d'une maladie spécifique sur pommier qui est la tavelure du pommier. Et donc, on va commencer par un rapide rappel du cycle biologique de la tavelure pour bien comprendre l'intérêt de ce travail. Donc, on va le décomposer en 3 étapes. Donc, la première étape, ça va être la chute des feuilles en automne, feuilles qui vont avoir donc le pathogène en question qui s'appelle Venthuria inequalis. Une fois que les feuilles sont tombées et que la période hivernale va passer, on va y avoir ce qu'on appelle la maturation des péritès. Et dans ces péritès, on va retrouver des asques dans lesquels on va retrouver des ascospores qui vont être projetés à la fin de l'hiver lors de la période printanière. La projection des ascospores, elle va être en fonction de la météo. Ça veut dire qu'à chaque épisode pluvieux, c'est ce qui va déclencher la projection des ascospores au niveau du feuillage du verger et provoquer ainsi le cycle de la tavelure en continu du mois de février jusqu'au mois de septembre-octobre. On va avoir la projection des ascospores, suivie ensuite d'une infection. L'infection va provoquer un second inoculum et ensuite ainsi de suite jusqu'à la fin de la période foliaire. Et donc, la gestion de la tavelure, aujourd'hui, elle se fait comment? Avec 2 capteurs qui sont placés soit en verger, soit sur des lits de feuilles. Et ces capteurs, donc on a le piège Burkhardt qui est placé en verger et le piège Marquis qui est placé sur un lit de feuilles. Ces capteurs vont pouvoir aller venir aspirer ou alors capter ces fameuses ascospores et l'observation se fait par des observations microscopiques. Ça veut dire que derrière, on va devoir passer du temps pour quantifier la quantité de spores qui vont être projetées en réel sur le verger. Sur la base de 30 ans de données, à la fois des données de quantification des spores couplées à des données météo, il y a eu la mise en place d'un outil d'aide à la décision qu'on appelle l'outil RIPRO, qui a l'objectif, lui, de gérer les risques de tavelure sur la saison. Ça veut dire que dès lors qu'il va y avoir un risque de pluie, l'outil RIPRO va aider les producteurs à estimer s'il va y avoir un risque de projection des ascospores, ce qui va permettre d'aider les producteurs à faire des traitements essentiellement en préventif au niveau du verger. Le problème de cette quantification de ces pièges, donc ce sont des méthodes qui sont par observation microscopique, ce sont des méthodes qui sont longues et fastidieuses pour obtenir la quantification de ces fameux spores. Et donc l'idée dans le projet ABAPIC, ça a été de remplacer ces pièges par un nouvel outil, donc l'outil Rotorod. Le nom, c'est là le GRIMS 99M, donc le même principe que Bejenov a présenté juste avant. Et l'idée, voilà, ça va être de positionner ce capteur en verger pour avoir une quantification en temps réel des spores qui sont projetés. L'innovation aussi qu'il y a eu derrière, c'est qu'on a travaillé avec un prestataire, donc le laboratoire IAGE, qui est basé à Montpellier, pour quantifier ces spores, non plus par observation microscopique, mais par biologie moléculaire en utilisant la digital PCR. Et donc, on a fait ces essais l'année dernière, en 2022, donc au CTIFL. On a placé le capteur Rotorod à la fois en verger et à la fois sur lit de feuille. Et là, je vous présente uniquement les résultats en verger. Et donc, on a fait des débuts de prélèvement du 18 février 2022, donc jusqu'au une coquille jusqu'au mois de 8 juin 2022. Et sur toute cette période-là, il y a eu 59 prélèvements. Et donc, les prélèvements ont duré de 24 à 63 heures. Ça veut dire qu'on on a fait tourner le Rotorod pendant 24 heures ou des séries de 63 heures en fonction du temps.
Et donc, je vous présente les résultats obtenus sur cette saison 2022. Donc là, c'est un graphique avec 3 paramètres. On va avoir le temps sur l'axe du coup désordonné. En rouge, on a les périodes sur lesquelles le rotorod a été activé. En vert, on va avoir les précipitations des pluies. Et en jaune, c'est le nombre de spores qui a été quantifié par mètre cube d'air. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que nous, sur la base des prévisions météo, on a pu anticiper quand est-ce qu'on a voulu faire tourner les rotorods. Donc, on sait quand les pluies sont prévues. Donc, à chaque épisode pluvieux, c'est là où on a mis en route le fonctionnement des rotorods qui sont indiqués, donc je le répète, par la courbe rouge ici. Et donc, ce qui est intéressant d'observer, c'est que pour la plupart du temps, pour chaque épisode pluvieux estimé, on a bien retrouvé une quantité de spores par mètre cube d'air. Donc ça, c'est pour la période de février à mars. Pour la période du coup d'avril, on va retrouver pareil, les mêmes résultats, toujours la période de prélèvement en rouge, les pluies en vert et la projection des spores à chaque épisode pluvieux qui est retrouvé. Et la même chose jusqu'au mois de juin. Et donc là, on va avoir une plus grosse quantité de spores. On est passé en échelle logarithmique sur les spores en mètre cube d'air ici. Et donc, on retrouve cette même tendance, épisode pluvieux, suivi des projections de spores. Et un petit questionnement ici sur le 12 mai, où là, on avait bien une précipitation et un gros pic. Donc là, il faudra comprendre pourquoi on a autant de projections sur ce volet-là, puisque la quantité de pluie est très minime par rapport au nombre d'ascospores qui ont été projetés. Et donc, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est de comparer la quantité de spores que nous, on a quantifié en verger avec les risques prévus par le logiciel RIMPRO. Donc ici, je vous présente un autre graphique avec toujours sur l'exercice du mois de février à mars, la quantité de spores qui ont été quantifiées donc, par des PCR associée avec les risques RIM. Ça veut dire que le logiciel RIM va estimer le risque de projection des spores en fonction d'une échelle donc qui va de 0 à plus de 1200 et de 0 à 300, on va avoir un risque qui est modéré, un risque faible. De 300 à 600, on va avoir un risque important. Donc là, c'est là où ça va commencer à être, où les producteurs vont être vigilants en verger. Et au-dessus de 600, on a un risque très élevé. C'est là que la projection d'ascospore, elle peut être préjudiciable au niveau des symptômes observés sur feuilles et sur fruits. Et donc là, l'exercice est intéressant de voir que la quantité de spores qui a été projetée est associée à un risque plutôt important sur celui du 12 mars. Donc l'exercice va être de faire la même chose sur le mois d'avril, mai et juin. Donc là, pour l'exercice, je vous ai présenté que le mois de mars. Et donc, là, l'idée, c'est vraiment une première année de travaux. Donc, l'idée, serait de poursuivre les essais qui ont été réalisés en 2022, mais pour 2023, pour aller alimenter davantage les comparaisons entre ce que nous, on a observé en verger et ce que le logiciel RIMPRO a mis en évidence. Et par ailleurs, également, pourquoi pas utiliser cet outil-là pour évaluer l'efficacité de solutions qu'on viendrait appliquer en verger pour protéger contre la tavelure. C'est-à-dire que ça serait un moyen, s'il y a une nouvelle molécule ou une nouvelle substance qui pourrait être testée pour protéger contre la tavelure du pommier, l'idée serait de placer le rotorod et de venir voir si la solution en question va avoir un impact sur le niveau d'inoculum projeté en verger. Donc voilà, la suite des travaux, certainement cette année, et puis après on verra sur les autres programmes qu'on mettra en cours au CETIFL. Et je vous remercie de votre attention et je passe la main à mon collègue d'Alvalis, Benoît. Oui, bonjour à tous. Alors, ma partie vient un peu après dans l'ordre du développement des maladies, puisque là, on en vient à quantifier les symptômes des maladies foliaires au champ par des capteurs de proxydétection. Donc, voilà, moi, je suis ingénieur de recherche au sein d'Arvalis et puis animateur d'une équipe mixte entre Arvalis et puis l'INRAE et AIFEN basée à Avignon. Donc, capteur et télédétection pour la détection des symptômes, de quel capteur on va mobiliser. Bon, il y a toute une gamme de capteurs disponibles sur le marché. Là, ce que l'on va plus particulièrement regarder, c'est les capteurs imageurs, donc qui permettent de la très haute résolution et des captations dans le domaine couleur. Et puis de l'imagerie multispectrale, sachant que c'est des choses qu'on n'a pas évaluées, mais voilà, qu'on avait regardé d'un point de vue bibliographique.
Pourquoi on utilise ces capteurs? Parce que finalement, ce qu'on va mesurer, c'est l'interaction entre la lumière et puis le complexe culture pathogène. Donc, la lumière arrivant au niveau de la feuille va être soit réfléchie, absorbée ou transmise. Et en présence de pathogènes, eh bien, chaque pathogène va avoir une action particulière sur les différents composants de la feuille. Donc là, c'est une coupe de la feuille. Et suivant le type de pathogène, eh bien, certains vont attaquer plus profondément ou plus en surface l'état de la feuille. Donc au final, ce qu'on va pouvoir détecter, c'est que la réflectance vue par nos capteurs va être affectée par la chlorose, la modification de structure interne, la présence de spores en surface ou l'apparition de nécrose. Donc ces capteurs sont pertinents a priori. Donc en pratique, au niveau bibliographique, des études ont montré que chaque type de maladie impactait différemment et de manière assez spécifique l'état de surface de la feuille. Voilà, donc ça, en pointillé à chaque fois, c'est un spectre de feuilles saines, et puis les autres, les autres courbes sont comme la manière dont le spectre de réflectance est impacté par le développement de la maladie au cours de son, voilà, de son développement, en jours après inoculation. Donc en théorie, tout ça est intéressant, mais en pratique, ce sont des choses assez fines et donc assez peu applicables au champ. Voilà. Malgré tout, voilà, on voit que pour différentes maladies là, du blé, eh bien, on a des signatures spectrales assez spécifiques. Mais c'est très difficilement transposable au champ. Et ce qui est plus utilisable au champ, c'est l'analyse d'images couleurs standard, haute résolution, avec l'avantage d'utiliser des capteurs très répandus et économiques, d'utiliser des méthodes de deep learning qui sont maintenant bien, voilà, qui commencent à être bien disponibles et maîtrisées. Et dans ce cas-là, on ne va pas utiliser l'information spectrale, mais plutôt l'information de texture, de couleur et multi-échelle pour détecter des formes. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire de ces images? Plusieurs possibilités. Donc soit classer une image entière, savoir si il y a dans l'image une maladie particulière ou une autre. Est-ce qu'on va vouloir détecter dans l'image les zones qui sont affectées par la maladie, ou est-ce qu'on va vouloir segmenter les zones qui sont touchées? Donc nous, on va vouloir faire de la segmentation dans cette présentation, dans ce travail. Et puis ensuite, l'autre problématique, c'est sur quel type de mesure on va travailler. Est-ce que c'est sur une feuille individuelle qui a été arrachée, un zoom de la feuille, ou bien une image vraiment prise dans le contexte global? Et nous, c'est plutôt sur ce troisième cas que l'on va se positionner. Donc de ces caractéristiques dépendent notamment la résolution de l'image et puis l'échelle de mesure. Ce qui a été développé alors dans le cadre d'Abapic, mais aussi d'autres projets sur le phénotypage, c'est de finalement segmenter l'image en un ensemble de composantes pour extraire les composantes qui nous intéressent. Donc, à partir d'une image, on peut détecter ce qui est de la végétation et du sol. Dans la végétation, ce qui est de la culture d'intérêt et des adventices. Et puis, dans la culture d'intérêt, ce qui est de la feuille, de la tige ou d'organes reproductifs. Et puis, enfin, au niveau de la feuille, on peut distinguer ce qui est vert et ce qui ne l'est plus. Et dans la partie non verte, on peut essayer de voir ce qui est dû à un stress biotique ou un stress plutôt abiotique ou juste stade de la sénescence naturelle. Voilà. Donc ça, c'est ce qui a été développé notamment en cadre de projet. Alors, de manière opérationnelle, ça a été mis en œuvre sur un réseau de stations Arvalis. Donc, Arvalis est équipé d'un certain nombre de systèmes de phénotypage au champ, qui sont équipés de systèmes d'imagerie haute résolution, embarqués soit sur des robots, soit sur des tracteurs, soit sur des perches mobiles. Donc une chaîne de traitement a été développée qui est à partir d'images couleurs permet notamment de réaliser cette tâche de détection et de segmentation, pardon, et que l'on peut combiner à d'autres types de traitements pour en extraire des variables d'assez haut niveau, comme la fraction de couverture, de sénescence, l'indice foliaire. Voilà.
Alors, sur la partie maladie en particulier, donc un modèle de segmentation sémantique détaillé a été développé avec de bonnes performances. Donc, dans le cas du blé, éliminer, enfin mettre à part les épis, les tiges, le sol, et donc ne pouvoir, par exemple, ne considérer que les feuilles. Alors, les résultats que l'on obtient sur des suivis de sénescence foliaires sont les suivants. Donc, le premier point, c'est qu'on obtient des cinétiques de suivi dans le temps qui sont cohérentes. Donc là, c'est sur un ensemble de génotypes soumis à des stress biotiques contrôlés. Donc, on voit que par variété, par modalité, on a des cinétiques qui s'échelonnent bien. Et puis, on voit qu'on a également une bonne cohérence avec les notations visuelles en valeur absolue. Donc, il y a un peu de dispersion autour, mais on voit qu'il n'y a pas de biais fondamental très, très marqué entre notation manuelle et notation automatique. Quand on compare maintenant à l'échelle de ces modalités, on voit qu'il y a une bonne cohérence entre les classements variétaux obtenus par méthode manuelle et puis méthode automatique en ordonnée. On voit aussi que sur le graphe le plus à droite, on a une bonne cohérence, on a une bonne corrélation entre la perte de rendement observée et puis la détection des symptômes de manière automatique est plutôt meilleure que par méthode manuelle, comme le montre le graphique du milieu. Voilà, alors, donc voilà, typiquement, ce type d'approche peut être transposé à d'autres maladies. C'est le cas, par exemple, de la fusariose de l'épi, où dans ce cas-là, on va partir toujours d'un système d'acquisition d'images. On va extraire dans cette image une partie, une zone dans l'image, segmenter des instances d'épi, et puis ensuite entraîner un modèle de classification de maladies, hein, donc de niveau de maladie par épi, pour en déduire un taux d'incidence et puis un taux de sévérité, et en déduire une notation globale. Voilà. Donc à partir voilà, le point important, c'est qu'à partir de ces briques un peu génériques de segmentation, eh bien, on peut ensuite les combiner pour les appliquer à différents types de maladies. Alors, quelques éléments bibliographiques, et voilà pour cette partie quantification. Je vais passer à la conclusion avant la phase de questions-réponses et de discussion générale. Ce qu'on voit, c'est que de la culture saine à la présence de symptômes, eh bien, il y a plusieurs niveaux de risque. Donc, il peut y avoir les conditions météorologiques plus ou moins favorables, la présence d'inoculums et de ravageurs, la réaction du métabolisme de la plante, et puis finalement l'apparition de symptômes visibles. Donc, pour chacun de ces étapes, chacune de ces niveaux de risque, eh bien, des capteurs sont disponibles, donc pour bien sûr la météo, d'outils numériques aussi de modélisation du risque, hein, qui existent pour de nombreuses cultures depuis pas mal d'années. Donc aujourd'hui se développe une offre depuis quelques années, puisqu'il vous a été présenté ce matin une offre technologique pour des capteurs de sport, de pièges connectés. Il y a également des capteurs qui sont plus spécifiques à la réaction du métabolisme de la plante à des agressions. Donc, ça peut se traduire par une modification de la température de surface des feuilles, de fluorescence, ou bien l'émission de composés organiques volatiles. C'est des éléments qui vous seront notamment présentés dans le prochain webinaire. Et puis, les symptômes visibles, eux, voilà, peuvent être sous forme de chlorose, nécrose ou de sénescence, comme on l'a vu tout à l'heure. Dans tous les cas, une détection précoce est un gage d'efficacité et de l'intervention.
Alors, si on synthétise un peu les choix d'observation qui sont nombreux, hein, on l'a vu, donc les stations météo qui existent depuis longtemps, des capteurs connectés pour la détection des ravageurs, soit voilà, qui mobilisent des capteurs couleurs haute résolution et de l'analyse d'images par intelligence artificielle, avec une offre commerciale existante et puis des performances en constante amélioration. Ces performances dépendent de la qualité du matériel, des caméras et des modèles de détection pour les différentes espèces. D'autres capteurs innovants arrivent sur le marché, par exemple le radar avec une capacité de captage aérien et précoce, mais avec un contrôle des performances plus complexe puisqu'on n'a pas d'image pour vérifier ce qui s'est passé. Au niveau du captage des spores, on a vu qu'il y avait voilà, de bonnes précocités de détection jusqu'à 10 jours avant l'apparition des symptômes et qu'en complément, voilà, il y avait des solutions aussi d'imagerie ou de digital PCR pour identifier les espèces de spores et donc avoir des systèmes vraiment temps réel. Enfin, sur la partie quantification des symptômes, l'imagerie couleur standard couplée à une analyse par intelligence artificielle se révèle performante d'un point de vue quantitatif sous réserve d'une qualité d'acquisition suffisante. Et ces travaux sont bien sûr complémentaires à la détection et à la classification des maladies à l'intérieur de l'image qui sont voilà, conduits dans d'autres travaux en cours. Finalement, vers quoi aller? Sans doute une intégration de toutes ces mesures dans des réseaux de suivi sanitaire. Donc, les approches efficaces dans de nombreux cas, c'est de combiner à la fois les mesures avec des modèles prédictifs du développement des maladies et des ravageurs. Donc, on l'a vu, on a un large choix d'observations et ces observations peuvent venir donc en complément du modèle pour le corriger à partir de données localement acquises, donc des observations des symptômes sur les cultures, mais aussi de présence de spores ou de ravageurs. Voilà. À la fin, eh bien, l'objectif, c'est toujours de prédire l'état de la parcelle de la culture et à l'échelle de la parcelle pour ensuite prendre une décision et agir. Donc, au point de vue, au niveau des points méthodologiques, sans doute, c'est de comment fusionner ces données à différentes échelles, puisque voilà, il y a d'autres capteurs aussi qui sont disponibles aujourd'hui, par exemple les satellites, et puis comment échantillonner de manière pertinente le territoire pour positionner ces systèmes qui peuvent être malgré tout encore coûteux dans des zones les plus pertinentes. Voilà, donc au final, il existe de nombreuses briques technologiques, mais un assemblage qui reste à construire. Eh bien, merci à tous pour ces interventions. Donc, le temps file un petit peu, on est quasiment au bout du webinaire, mais alors on avait une question un peu précise pour Johanna qui n'a pas pu être répondue à l'écrit. Donc, Johanna, on t'a demandé si tu avais fait des prélèvements hors période pluvieuse annoncée. Alors non, il n'y a pas eu de prélèvement hors période pluvieuse annoncée puisque le cycle de la tavelure est connu pour être projeté uniquement, enfin essentiellement en période pluvieuse. Donc là, il n'y aurait pas eu d'intérêt dans le cadre de cette étude à faire ce type de prélèvement par rapport à notre question de recherche. Voilà. Et sinon, on a deux questions finalement un peu plus générales sur l'ensemble des outils qui ont été présentés. Donc, il y avait une demande pour avoir des précisions sur les fourchettes de coût des différents capteurs. Donc, je crois que Claire-Vie, toi, tu avais donné des indications dans ta présentation. Oui, Émilie a c'est essayé ça. de répondre à l'écrit. Et je peux les redonner si Oui, voilà, vas-y. Donc les Burkhardt, c'était dans les 4 500 €. Le Spornado, c'était dans les 500 € et les Rotorod dans les 1 000 €. Voilà, Émilie, toi, tu avais donné aussi quelques éléments à l'écrit. La fourchette de prix pour un piège connecté Lépidoptère, c'est de l'ordre de 500 €. Après, il y a aussi des frais pour les connexions, les cartes SIM qui sont annuelles. Je disais aussi que ces pièges, ils étaient disponibles à la location, qui peuvent être de l'ordre de 30 à 50 € par mois. Et puis, on peut les faire sur une plus courte période, si par exemple le ravageur suivi, il n'est que sur 6 mois, par exemple.
Et alors, peut-être que j'en profite justement, parce que la question suivante était autour de la location de ces outils, de savoir peut-être qui étaient vers qui se tourner et est-ce qu'on disposait de catalogues justement, donc quelles sont les structures qui proposent ces capteurs à la location et est-ce qu'on dispose de catalogues? Donc, on a des participants qui sont vraiment intéressés par le côté pratique là, aujourd'hui. C'est les fournisseurs en fait qui vendent. Alors dans notre présentation, on a parlé de Cap 2020, de PSL Instruments et de PATS Drone Indoor qui commercialisent via BioBest en France. En fait, c'est directement aux fournisseurs qu'il faut s'adresser, qui vont proposer l'une ou l'autre des options en fonction soit des ravageurs que vous voulez suivre ou soit de l'utilisation que vous voulez en faire. L'idéal peut-être, c'est qu'en première année, il faut, si vous n'êtes pas dans une action de recherche, mais plutôt de voir l'utilisation sur une exploitation, par exemple, de le faire en location pour voir si cet outil vous correspond, quitte à l'acquérir après dans un second temps. Et puis, alors, il y avait une dernière question sur Volito et sa fourchette de prix. Alors, je ne me rappelle plus qui a présenté Volito. Oui, c'était l'essai qu'on avait fait. Volito, c'est autour de 10 000 € l'équipement. Voilà, ça reste l'un des points, on va dire les points faibles de cet équipement, c'est qu'il est relativement coûteux. De mon côté, je ne vois plus de questions, plutôt des remerciements. S'il y en a une dernière qui vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à la poser rapidement. Et puis sinon, on va remercier chacun et vous donner rendez-vous pour un deuxième webinaire demain autour des composés organiques volatiles. Donc voilà, on se laisse une seconde de voir s'il reste quelque chose dans le chat. Ah, vous avez bien dit 10 000 €. Eh bien oui. Mounia a bien dit 10 000 €. Bon. Et sachez que tous les webinaires seront disponibles du coup sur le site de l'ACTA. Je communiquerai là-dessus en replay. Donc à partir de la même page qui vous a permis de vous inscrire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Bon après-midi. Bon après-midi et à la prochaine, au prochain webinaire. J'espère qu'on vous retrouvera si nombreux. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, Merci à tous, au revoir.